Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Deux sujets qui intéressent donc beaucoup de monde, le schéma de jeu de Manchester United et le positionnement de Bruno Fernandes. Commençons par le 3-4-3. Les gens n'arrêtent pas de débattre, faut-il continuer avec S adapté? Écoutez, c'est une discussion sans fin à l'heure actuelle. D'abord parce qu'Amorim ne changera pas sa structure de jeu. Et deuxièmement, parce que sur 90 minutes, il est rare, très rare, de voir Manchester United réellement aligné dans un 3-4-3 fixe. Ce que Ruben Amorim essaie de faire, et il faut bien le comprendre, ce n'est pas de bâtir un schéma. Il essaie de bâtir des structures. Ces structures sont protéiformes, elles changent constamment de forme en fonction de la position du ballon et de l'adversaire. Ce n'est pas du 3-4-3, c'est un football basé sur les phases de jeu. Prenez le match contre Sunderland. Quand l'équipe construit depuis sa propre moitié de terrain, quelle est sa forme? Une défense à 3, un milieu défensif qui décroche et deux meneurs de jeu qui évoluent le plus bas haut. C'est très clair, mais une fois que le ballon arrive dans le dernier tiers, cette forme disparaît complètement. Elle se transforme en une structure offensive qui occupe les 4 couloirs verticaux du terrain, 2 ailiers pour tenir la largeur maximale, 2 autres joueurs entre les lignes et un numéro 9 en pointe. Et ensuite à la perte du ballon. La structure change à nouveau. Elle devient un bloc médian en 4-4-2 extrêmement compact. Si nécessaire, l'équipe peut reculer encore plus bas pour former un bloc en 5-4-1 ou 5-3-2. Cette variété de formes est stupéfiante. C'est très très intéressant. Les idées sont là. Les schémas tactiques sont là. L'équipe essaye de contrôler le match en contrôlant les espaces. Après le match contre Sunderland, beaucoup ont parlé du passage de Manchester United à un système en 4-4-2. Et c'est vrai. Mais si l'on s'arrête là, on passe complètement à côté de l'essentiel. Ce changement de chiffre n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. L'objectif numéro 1 de Ruben Amorim sur ce match, l'objectif autour duquel tout tournait, était le suivant, neutraliser Granit Xhaka. Pourquoi? Regardons les statistiques de Sunderland. Passe progressive, passe dans le dernier tiers jeu long, passe clé et passe décisive. Dans tous les classements importants, Xhaka est en tête. Pour le dire simplement, tout ce que Sunderland fait de bien, tout le danger qu'il crée, passe par ses pieds. Le plan d'Amorim était donc d'une logique implacable, limiter au maximum le temps et l'espace accordés à Xhaka. En substance, il s'agissait d'arracher le cœur et l'âme de Sunderland pour les forcer à jouer un football qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire sur les ailes. Et cette chasse à l'homme sur Xhaka a été menée à la quasi-perfection. Le duo de prédateurs Šeško et Mbeumo ne s'est pas contenté de rester devant. Ils ont constamment bougé permuté. L'un pour presser le porteur, et l'autre avec pour mission de couper la ligne de passe vers Xhaka. Mais 2 joueurs, ce n'était pas suffisant. Quand les attaquants montaient, qui faisait le reste? Bruno Fernandes. Il avait reçu pour consigne de jaillir avec une intensité folle sur Xhaka pour s'assurer que même si les deux de devant échouaient, le Suisse ne puisse jamais recevoir le ballon confortablement. Ce plan a été d'une efficacité redoutable, privant totalement Sunderland de sa capacité à contrôler le match. Et le but de Šeško, d'où vient-il? D'une touche. Une situation qui naît précisément d'un moment où Mbeumo, Mount et Šeško encerclent et mettent la pression sur Granit Xhaka. Ce n'est pas un hasard, mais là où j'apprécie encore plus le travail d'Amorim, c'est dans sa capacité à s'adapter immédiatement au changement de l'adversaire. À la 36e minute, le coach de Sunderland, voyant son équipe dans l'impasse, fait entrer le défenseur central, Dan Ballard, et passe à une défense à 3. La réaction d'Amorim immédiate, quasiment instantanée. À la 38e minute, Manchester United repasse dans son schéma de pressing en pentagone habituel, une structure parfaite pour un marquage en 1 contre 1 face à une défense à 3. Et cela nous amène à une mode qui se propage dans toute l'Europe, un retour à l'arme la plus simple qui soit, la touche longue. Regardez les chiffres. Lors des 6 premières journées de la saison 2025-26 de Premier League, une touche sur 4 effectuée dans le dernier tiers adverse a été jouée directement dans la surface. Un quart, ce ratio a doublé par rapport à la saison dernière. Même les équipes adeptes de la possession, celles qui aiment garder le ballon,
on commençait à comprendre la valeur de ce football de chaos. Arsenal, lors de son match contre Manchester United en première journée, a utilisé 6 ou 8 fois ce type de touche. Contre Brentford, à chaque fois qu'une touche était jouée près de la surface, toute la défense de Manchester United était en panique. Et Manchester United enfin semble avoir pris le train en marche. Mais leur transformation est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Écoutez ce chiffre avant ce week-end. Depuis le début de la saison dernière, Man United n'avait tenté que 20 touches longues. Résultat, 0 but. 0 menace. Le tournant fut la défaite contre Brentford, où ils ont utilisé ce procédé 3 fois de suite comme une solution de secours. Et puis contre Sunderland, ce n'était plus une solution de secours. Chaque touche de United dans le dernier tiers était jouée longue de manière intentionnelle. On peut même se demander si le fait que Lenny Yoro ait parfois volontairement laissé sortir le ballon n'était pas une erreur, mais bien une partie du plan. Diogo Dalot s'est vu confier la responsabilité, se transformant en une catapulte humaine, bombardant constamment la surface adverse. Et le second but est l'illustration parfaite de cette préparation. Dalot exécute une touche longue parfaite avec une trajectoire difficile à lire qui atterrit précisément dans les 6 mètres. Matthijs de Ligt effectue une course au premier poteau d'une intelligence rare. Il ne se contente pas de se déplacer, il attaque le ballon. Cette action attire jusqu'à 3 défenseurs de Sunderland, provoquant le chaos et une erreur fatale. Et au milieu de cette confusion, Benjamin Šeško, qui avait tenu sa position avec patience et intelligence, n'a plus qu'à se trouver au bon endroit, au bon moment pour conclure. Et maintenant, Bruno Fernandes. Il faut parler de ce joueur et il faut l'admirer. Depuis le début de saison, il a été la cible d'une multitude de rumeurs sur son avenir, sur un possible départ de Manchester United. Une pression psychologique immense a été placée sur les épaules du capitaine. Surtout après ses pénaltys manqués. Ce déferlement de critiques, cette haine, peu d'entre nous peuvent l'imaginer. Contre Sunderland, la première chose qui frappe et la plus impressionnante, c'est l'évolution de son jeu. Bruno a constamment, je dis bien constamment, demandé à ses coéquipiers de ralentir le jeu. On est tellement habitué à voir Manchester United se compliquer la vie, les chiffres le prouvent. Jusqu'à la 40e minute, United avait jusqu'à 60% de possession. Et Sunderland pas le moindre tir. En seconde période, l'équipe a visiblement ralenti le rythme. Ils ont appris des matchs précédents, une maîtrise que l'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Mais le rôle de Bruno sur ce match fut encore plus révolutionnaire. Il réside dans la manière dont il a résolu le problème structurel de la construction du jeu dans ce 3-4-3. Au lieu de se positionner à la même hauteur que Casemiro en double pivot classique, Bruno n'a cessé de se projeter, d'agir comme un véritable numéro 8 pour étirer le terrain sur la longueur. L'effet domino créé par ce mouvement est énorme. La position haute de Bruno a fixé les milieux dangereux de Sunderland, les forçant à reculer. Cela a immédiatement donné bien plus de temps et d'espace aux défenseurs et aux pivots de United plus bas. Résultat, la qualité des passes s'est améliorée, et les milieux offensifs comme Mbeumo et Mount ont eu le temps nécessaire pour se déplacer et recevoir le ballon dans de meilleures conditions. Un petit ajustement individuel, mais qui a changé tout le système. Très intelligent. La performance de Bruno Fernandes contre Sunderland a été très très bonne. Mais il est temps de regarder la vérité en face. Bruno est actuellement à l'image de Manchester United. Il y a le talent, mais il manque la régularité. Il y a un autre point à analyser en seconde mi-temps. Lorsque Bruno a été repositionné en meneur de jeu. Beaucoup de supporters de Manchester United attendaient ce moment. Mais soyons objectifs. Bruno n'a pas montré grand-chose à ce poste dans le système d'Amorim. Il faut comprendre la philosophie d'Amorim. Il n'a pas besoin d'un numéro 10 à l'ancienne à ses 2 postes de soutien. Il n'a pas besoin d'un Mesut Özil, d'un Juan Mata ou même d'un Martin Ødegaard, ses purs maestros, qui organisent le jeu et délivrent la dernière passe. Non. Les 2 numéros 10 idéaux dans le 3-4-2-1 de Ruben Amorim doivent être des percuteurs. L'exigence supplémentaire était qu'ils doivent être capables de dribbler, de faire progresser le ballon depuis le milieu de terrain et surtout d'avoir la vitesse pour exploiter les espaces. Pensez à Matheus Cunha. Pensez à Bryan Mbeumo. Voilà les profils qu'il recherche. Bruno a la capacité de créer des différences, mais en termes de vitesse et de puissance, vous avez sans doute eu votre réponse en regardant le dernier match.
Et voici la preuve la plus irréfutable. Si Bruno Fernandes était réellement le numéro 10, parfait pour ce système, pourquoi Amorim ne l'a-t-il pas utilisé une seule fois à ce poste durant toute la pré-saison et les premières de la journée? Ne débattez pas avec moi sur ce point. Allez débattre avec le coach lui-même. La vérité est encore plus cruelle. Pourquoi Amorim et la direction auraient-ils dépensé près de 130 millions de livres pour deux autres numéros 10? Kuna et Mbeumo, s'ils avaient déjà le joueur parfait en interne, pourquoi Mason Mount, un joueur au profil similaire, a-t-il toujours été préféré à Bruno à ce poste, lors des expérimentations? La réponse est évidente. Bruno Fernandes n'est pas adapté à ce poste. Et comme l'a partagé Amorim, il préfère utiliser les qualités de Bruno pour combler les lacunes actuelles au milieu de terrain. Nous sommes en train de sacrifier le plus grand atout de notre joueur le plus créatif, juste pour rafistoler un trou à un autre poste. Un gâchis, une contradiction. Et c'est là le plus grand paradoxe pour lequel Ruben Amorim n'a toujours pas trouvé de solution.